infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, vous êtes avec Bernard, Pedro est toujours à la commande, à la technique, et puis nous recevons aujourd'hui Gilles Rouby, qui est un acteur essentiel de l'éducation populaire. Donc nous allons parler avec lui, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est, et vous l'avez deviné depuis qu'on vous bassine avec cette question, le service national universel. Alors, nous allons parler avec lui justement de cette question. Nous attendons aussi l'historien Régis Forgeot, qui est aussi un des spécialistes de l'objection de conscience. Bon, il va peut-être arriver en cours d'émission, ou à moins qu'il l'ait oublié, mais enfin, on verra avec lui plus tard. Et on voulait aussi... Gilles Rouby, d'abord commencer l'émission avec un hommage à un chanteur, compositeur, interprète, qui est l'équivalent au Portugal de notre Léo Ferré. Il s'appelle José Mario Branco. Et ce chanteur, qui a d'ailleurs été réfugié en France pendant plusieurs années, est décédé cette semaine dans la nuit du lundi au mardi à l'âge de 77 ans. Et ce soir, à Lisbonne, il y a, on m'a dit, une pluie d'hommages. Alors, je dois passer quelques minutes simplement la parole à Pedro Fidalgo, qui a consacré justement un film, parce que Pedro, qui est à la console, est aussi cinéaste. Et il a consacré un très beau film justement à José Mario Branco. Alors, Pedro, tu pourrais nous dire deux mots de José Mario et en même temps de ton film. Et ensuite, alors on rendra hommage dans cette émission avec des chansons qu'on va passer parce que José Mario Branco était un antimilitariste et il a justement fait quelques chansons qui étaient très engagées aussi contre l'armée. Alors, tu nous dis quelques mots Voilà, bon. J'entends pas ici, tu peux le mettre dans le micro. José Mario Branco, c'est un artiste singulier dans la musique portugaise, non simplement par rapport à ses engagements politiques communistes libertaires, mais aussi par la qualité musicale
à la qualité musicale qu'il a développée depuis les années 60-70, parce que ça a été à travers lui que pour la première fois, les chansons commençaient à prendre une forme d'enregistrement au Portugal, en studio, qui dépassait un peu juste les instruments, la voix sur instrument, mais la conception en soi aussi de ce qui est l'ambiance sonore, de ce qui est la masterisation avec des sons autres que les instruments, ça veut dire la conception d'arrangement. Et juste après, on pourra écouter une chanson justement qui fait preuve de cette expérience. C'est notamment l'enregistrement de la gare d'Austerlitz en 70. C'était la gare par où arrivaient tous les Espagnols et Portugais à l'époque pour fuir la dictature de Salazar ou de Franco. Donc c'est un enregistrement de la gare qui fait l'ouverture du disque, de son premier disque signé de son nom. Ça a été enregistré au château d'Hérouville, où beaucoup de musiciens enregistraient à l'époque. Et voilà, donc il était exilé ici, de la raison pour laquelle il a enregistré ici en France le disque. Et le fait qu'il a enregistré cette arrivée de l'immigration portugaise et espagnole par la gare fait objet de cette expérimentation qui, pour la première fois dans l'histoire du Portugal, dans la musique portugaise, il y avait un dépassement de juste la chanson, voix, chant avec des instruments derrière. Et donc il est décédé cette semaine. Lui représente quand même tout ce qui est les symboles de la révolution des œillets, par ses engagements non simplement ici en France contre la dictature de Salazar, antifasciste, mais aussi après au Portugal, tout le chemin parcouru dans la phase post-révolution des œillets. Juste voilà, son engagement dans le processus révolutionnaire en cours qui a duré de 74 à 75, à novembre 75, a marqué beaucoup cette époque. Il a aidé beaucoup d'artistes. Depuis, il fait des enregistrements, pas signés à son nom tout le temps. Parfois aussi, il fait des enregistrements pour d'autres chanteurs. Notamment, il a révolutionné le fado au Portugal, parce qu'il était un chanteur antifasciste qui venait de cette génération qui détestait le fado, qui était associé au régime de Salazar. Et avec le temps, il a bien compris que c'était une chanson populaire de Lisbonne qu'il faudrait développer et arranger. Et donc, il a soutenu beaucoup de chanteurs de fado, comme le cas de Camané. Alors merci Pedro Fidalgo. D'ailleurs, ceux qui veulent mieux connaître José Mario Branco, qui vient de décéder, peuvent aller voir le film ou demander à Pedro Fidalgo un DVD. Alors, donc, pendant ta présentation, Pedro... Juste pour dire que pour le demander, il suffit juste écrire à l'Union pacifiste. À l'Union pacifiste. Alors, Régis Forgeot, historien, est arrivé. Nous saluons son arrivée, là, sous la pluie. Bon, bah, il nous a rejoints. Alors... Donc, on va présenter un petit peu à la fois Gilles Roubi, qui est arrivé le premier, donc on va le laisser parler le premier, et puis ensuite on aura Régis Forgeot sur justement l'histoire et puis l'objection de conscience. Alors, Gilles Roubi, donc vous êtes avec... on l'a dit, l'éducation populaire, le réseau des MJC. Alors, il faut rappeler peut-être les MJC. Bon, tout le monde connaît ça, mais rappelons un peu le rôle de ces MJC. Oui, d'abord, bonjour tout le monde, bonjour Bernard, bonjour Régis et aux auditrices auditeurs, fidèles, je suppose. Hein. Oui, très fidèles. Alors d'abord, moi je ne suis pas ici pour représenter les MJC, hein, je suis juste un acteur de longue date, et les maisons des jeunes de la culture sont des structures d'éducation populaire conçues après-guerre, à une période où peut-être on a pensé que l'éducation populaire était une réponse aux multiples questions de la jeunesse, de l'époque, qui était d'abord peut-être l'éducation pour la paix en premier. Hein. Il fallait éduquer des jeunes pour qu'ils participent. Alors,
Bon, les mauvaises langues, peut-être vraies, disent que ce sont des maisons qui viennent quand même de la période des maisons de Pétain, hein, des maisons des jeunes de Pétain, mais ça vient aussi de l'histoire des maquis du Vercors, où des personnes, on disait traditionnellement l'enseignant, l'ingénieur, le paysan qui se réunissaient, et puis dans les longues périodes dans le maquis et tout, eh bien, échangeaient leur savoir, apprenaient des choses, et ça donnait cette naissance d'abord de la République des jeunes, 60 ans, et puis maintenant, qui est devenue en 1948 la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, avec essentiellement, on passe toujours à des fédérations, des grosses structures et tout, mais la réalité, c'est que c'est d'abord un ensemble de maisons, de structures d'éducation populaire en territoire rural, en territoire urbain, et donc c'est autant de lieux où on peut avoir une approche critique de la société, éducative, formative, et on voit que quand on parle de ça, finalement, on commence déjà à parler du SNU. Alors justement, donc, je dois signaler aussi, Gilles Rouby, que tu fais partie du collectif des associations citoyennes, qui représente à peu près 105 membres, d'après ce que j'ai vu sur le site. Je ne sais pas s'il y en a un peu plus ou un peu moins, mais enfin bon, grosso modo, c'est ça. Et puis que tu as quand même déjà écrit, et c'est comme ça que je t'ai repéré, je vous ai repéré, pardon, à la radio, il vaut mieux dire vous. Alors, je vous ai repéré justement contre la marchandisation du secteur associatif. Alors, on va en reparler, parce que ça va toucher aussi le service national universel, avec un article d'abord d'un reporter qui se plaignait, long article sur la suppression des emplois aidés, qui a porté un coup quand même important aux associations. Ensuite, j'ai lu sur Mediapart, en 2018, un plan pour la vie associative ridicule au regard des enjeux de société, puisque là, justement, c'est un petit peu ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire réduire petit à petit les finances des associations. Et ensuite, alors là, bien sûr, en 2019, alors récemment, sur Mediapart, un blog qui s'appelait « L'école et l'éducation populaire discréditées par justement le service national universel ». Alors Gilles Rouby, pourquoi c'est discrédité par le service national universel ? Parce que y a une chose qui est vraie, c'est qu'il faut se préoccuper de la question de la jeunesse. Et maintenant, quand on analyse un petit peu, quand on est, j'allais dire un peu sérieux, mais je ne vais pas donner de leçons à beaucoup de personnes, mais on sait que la question de la jeunesse, c'est très compliqué. Ce sont des jeunesses multiples, avec des positionnements différents dans la société, des modes de vie très différents, des difficultés sociales, des difficultés par rapport à l'habitat. La question de la pauvreté touche beaucoup la jeune. On entend aujourd'hui parler autour de la question des jeunes étudiants, par exemple, hélas, dans une triste actualité. Et essayer de nous faire croire que dans une période courte, on va d'un seul coup, à travers des symboles, on avait le drapeau, un port d'uniforme, et puis une conception assez militaire d'une formation, et puis à côté quand même des grands axes citoyens, de lieux d'expression. C'est beaucoup de choses réalisées en 15 jours, allez, 2 fois 15 jours si on est en la seconde période, mais qui est encore pire garantie. On va d'un seul coup éduquer une jeunesse, leur inculquer des valeurs essentielles, des valeurs de la République. Moi je crois d'abord que avant de parler des associations, c'est un très grand camouflet pour l'éducation nationale. C'est dire à l'éducation nationale qui se recentre. Moi, j'ai été 23 ans coordonnateur de l'éducation prioritaire, 20 ans directeur d'école dans les territoires. Je suis du Mans, donc la politique de la ville au Mans. J'ai toujours travaillé dans les quartiers populaires. Et en fin de compte, c'est un ensemble de régressions, de moyens, et puis un recentrage sur ce qu'il y a de plus simple dans l'école, qu'on a appelé du temps de M. Chevènement le lire, écrire, compter, qu'on appelle aujourd'hui les savoirs fondamentaux, le socle commun de connaissances. Voilà, il y a un socle comme un salaire minimum, quelque chose de minimum, et sur lequel aujourd'hui on va nous faire croire que les évaluations sont meilleures, avec les CP divisés en 2, les CE1 divisés en 2, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus de politique de santé dans les écoles, il n'y a plus de politique sociale. Un enfant qui est en grande difficulté reste en grande difficulté. Et donc, d'un seul coup, on recentre sur des savoirs fondamentaux, il n'y a plus ça qui compte, et l'école renonce à son côté éducation. L'école n'est plus éducative, elle n'a plus de mission, voilà, c'est les familles, il faut renvoyer. D'ailleurs, c'est aussi important, parce qu'il faut aussi protéger les enseignants. Attention, je ne dis pas ça, c'est difficile pour un enseignant d'enseigner aujourd'hui. Moi, j'étais dans des classes d'élémentaire, mais les classes de collège, c'est difficile aussi. La jeunesse n'est pas facile, parce qu'ils sont en face d'un mur. Et en face d'un mur,
Alors qu'on pourrait leur proposer des centaines d'initiatives citoyennes, celles que proposent les associations citoyennes, celles qui analysent la société, qui travaillent sur l'environnement, qui travaillent sur plein de choses, sur l'éducation, sur la culture, sur le sport, la place considérable que pourraient avoir les clubs de sport avec des missions bien repensées et définies, mais voilà, qui se traitent autrement que dans des agences pour le sport. Hein. Le rôle qu'on donne aux conseillers d'éducation populaire dans le ministère, par exemple. Hein. Eh bien, alors qu'il y a plein de points d'appui d'associations, de mouvements qui ont de l'expérience de l'histoire et à qui on réduit, tu l'évoquais tout à l'heure, on réduit les subventions, on fait des plans qui sont des plans... voilà, on devait se revoir régulièrement. La dernière réunion avec M. Gabriel Attal a eu lieu au mois de janvier dernier et depuis, on attend toujours quelque chose. Voilà, on nous propose des plans et d'ailleurs, on voit des plans que le plat, il resserre plusieurs fois dans l'année, à une émission de radio. On nous annonce brusquement 28 millions pour l'emploi associatif. Sur 3 ans, on nous dit que ça fait 4 000 emplois. À raison de 7 000 euros, quand on tombe bien, 4 000 emplois à 7 000 euros, ça fait 28 millions par année, pas sur 3 ans. Donc on nous ment, il y a un discours qui embellit les choses. Et en face de ça, la seule réponse qu'on nous met, c'est un nouveau mur qu'on dresse face à les jeunes, ce qui a fait dire aux associations de jeunesse qui se regroupent, dire mais qu'a fait la jeunesse pour mériter une telle punition, hein. Et le SNU est pensé complètement en dehors des acteurs éducatifs. Hein. Et dans la dernière circulaire dont on en reparlera peut-être, qui vient de sortir et tout, ils sont les préfets, les directeurs départementaux sont invités à se rapprocher des associations. Alors donc, effectivement, oui, sur la patate. Effectivement, Gilles Rouby, effectivement. Vous notez aussi le dispositif militarisé. Alors nous, dans les émissions du pacifisme et antimilitariste, bon, on va en reparler de tout ça. Et je dois aussi maintenant peut-être un peu passer la parole à Régis Forgeot. Alors Régis Forgeot, il était peut-être aussi sur le terrain, mais c'est un historien, chercheur, qui a déjà beaucoup travaillé sur l'objection de conscience. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors Bonsoir Régis... Bernard. Merci de m'accueillir. Alors j'y ai travaillé, après je vous laisserai... On se vous voit du coup, oui, Bernard. On se vous voit là. Oui, c'est bien adapté à Radio Libertaire. Je me posais la question en venant. Tantôt on se tutoie, tantôt on se vous voit, mais on se connaît quand même depuis un certain temps. Je vais vous laisser parler ce que j'ai fait. Oui, parce que... J'ai bossé autour de 2005, 2007, 2008, 2010. J'ai laissé tomber, je me suis remis depuis quelques années. Parce que j'ai lu, moi, le titre du mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine sous la direction de Daniel Tartakovsky, qui est bien connu notamment par les historiens du Métron. Ça s'appelle « L'objection de conscience et le service civil des objecteurs de conscience à travers le service civil international et le comité de coordination pour le service civil ». 1963-1976. Alors là, c'est un travail universitaire. Ça, c'était donc mon travail de maîtrise. Le premier travail que j'ai réalisé donc, sur le sujet. Pour recontextualiser, en fait, c'est un peu long, c'est un peu barbare, hein, parce que c'est les noms des associations. Alors, le comité de coordination pour le service civil. Bon, comité de coordination, ça sonne bien les 70. Et le service civil, un service civil des objecteurs. Donc, le comité de coordination pour le service civil, en 2004-2005, là, quand j'ai commencé à bosser là-dessus, venait de livrer ses archives pour la simple et bonne raison que l'objet qui justifiait sa raison d'être n'existait plus, à savoir le service militaire et le service civil des objecteurs. Ah oui. Il se trouve que dans les archives de ce comité de coordination pour le service civil, le CCSC, eh bien, il y avait également tout un tas de choses qui provenaient de ce qui l'a précédé, à savoir une espèce d'entité très originale, en partie autogérée par des objecteurs au sein du service civil international. Service civil international, pour recadrer, c'est donc l'entité, le groupement qui a porté, sous sa dimension pacifiste, pour la première fois dans le monde, on peut le dire, l'idée d'un service civil qui serait une alternative pacifique, de paix, alternative donc au service armé. Donc ça s'enracine au sortir de la Première Guerre mondiale. On pourra y revenir éventuellement s'il y a des questions là-dessus. Et donc à partir de 63, même un petit peu avant, 1963, un an avant, Lulocoin a fait sa grève mythique. Et que je dis mythique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ça a été totalement mythifié également. Et c'est l'étincelle qui permet que le statut soit voté. Et donc le service civil international, depuis son origine et depuis quelques années avant, s'entend comme tous les acteurs militants pour l'objection que dès que la guerre d'Algérie est terminée, on va avoir un statut. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc s'entend cela
a des liens forts avec les pouvoirs publics, se propose d'accueillir des objecteurs dès 1962, après la guerre d'Algérie, immédiatement après les accords d'Évian, donc des objecteurs qui dépendent du ministère de la Justice, puisqu'ils sont emprisonnés, donc des conscrits militaires qui dépendent de la justice, et qui arrivent donc à les récupérer pour les occuper, les occuper, non, c'est pas exactement le terme, en tout cas les rendre utiles, et ça correspond à leurs convictions pour la plupart, donc dans des chantiers. Et voilà, donc il se passe plein de choses là-dessus, et donc je récupère ces archives et je découvre un univers absolument palpitant et passionnant. Ça ne doit pas être, Régis Forgeot, ça ne doit pas être courant dans l'université de traiter ce sujet de l'objection de conscience. Alors ça a été bien accepté? Ah oui, alors là-dessus, je pense que oui, non, mais encore une fois, hein, je pense que il y a l'histoire et il y a l'histoire de l'histoire. Quand je commence à travailler là-dessus, on est au milieu des années 2000 quasiment. Le service national est suspendu depuis 1997. Les derniers objecteurs et conscrits sont retournés chez eux. C'est terminé, c'est une histoire close. Ah oui. Close. Le SNU... on va en reparler. On peut éventuellement démontrer l'inverse, mais en tout cas, c'était à ce moment-là une histoire close. C'est un sujet entre guillemets froid dans le sens où il n'y a plus d'enjeux immédiats. Les acteurs sont évidemment encore présents, vivants, et c'est aussi ce qui la rend d'autant plus passionnante à écrire, cette histoire. Et ça a été très bien accepté. Enfin, ça n'a jamais été mal accepté, mais ça m'a surpris. C'est un sujet qui n'a finalement jamais été véritablement abordé par les historiens. Alors on a eu des sommes, on a eu Michel Auvray, qui a réalisé un travail remarquable sur les réfractaires, objecteurs et insoumis. On a eu aussi un que sais-je de Jean-Pierre Catelin qui était très bien fourni. On a eu tout un tas de petits travaux également, des petites monographies, des petits travaux très ciblés dans les années 90. Là, et finalement, sur l'histoire de l'objection, très peu de choses. Alors justement, Régis Forgeot, moi je vous ai rencontré à un colloque qui a eu lieu dans les locaux de la Sorbonne le 6 juin, un colloque sur l'antimilitarisme en France. Alors c'était aussi le premier colloque dans l'université sur l'antimilitarisme en France. Et là, malheureusement, je n'ai pas pu vous entendre parce que je devais partir avant. Votre thème, c'était l'objection de conscience est-elle antimilitariste ou pacifiste? Alors ça, bon, je n'ai pas pu l'écouter, je n'ai pas pu l'enregistrer, mais il faudra un jour nous développer tout ça à Radio Libertaire quand on aura un peu plus de temps. J'avais fait un sondage auprès des personnes présentes et finalement le résultat, alors à main levée, j'avais demandé d'après vous c'est pacifiste ou c'est antimilitariste, et finalement on avait un équilibre, ça s'équilibrait, et en réalité évidemment c'est les deux à la fois. Voilà. Après, alors je vais poser une question à Régis Forgeot, historien que je pose toujours. Est-ce qu'on peut être pacifiste sans être antimilitariste? Oui. D'accord. Alors ça veut dire, oui, mais alors nous, on considère à l'Union pacifiste, on réaffirme nos idées, que forcément tout le monde est pacifiste, mais qu'il y a quand même un peu d'antimilitarisme qu'on va développer d'ailleurs. Alors on nous reproche, nous aussi, dans notre engagement sur le service national universel, d'appuyer sur la question sur la question militariste. Il y a d'autres sujets qu'on doit aborder dans le service national universel, bien sûr, que ne serait-ce que son coût, la soumission, le travail forcé, le travail non rémunéré, non correctement payé, sans droit, etc. Il y a plusieurs aspects qu'on peut développer. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons créé un collectif avec une vingtaine d'organisations, associations, syndicats, mouvements de jeunesse, pour essayer de dire qu'on est bien sûr, nous, qu'on refuse le service national universel. Alors nous, pour nos propres raisons, l'Union pacifiste, qui sont surtout cette militarisation, mais il y a bien sûr d'autres sujets qu'on va continuer à aborder tout à l'heure. Alors, on va faire une petite pause musicale avec une chanson de José Mario Branco, que nous saluons dans cette émission, puisqu'il est décédé cette semaine. Et c'est Pedro qui va nous envoyer cette chanson qui parle, m'a-t-il dit, de la gare d'Austerlitz, d'où partaient les gens qui étaient... non, ils ne partaient pas, ils arrivaient. Ils arrivaient, pardon, du Portugal. Yeah.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France. Vous venez d'entendre quelques mesures de ce musicien portugais. Et nous sommes aujourd'hui avec Régis Forgeot, historien, et puis Gilles Rouby, qui s'occupe d'éducation populaire. Et nous parlons du service national universel. Alors, on va continuer un peu. Gilles Rouby, pendant cet intervalle, vous me disiez un petit peu votre expérience militaire. Est-ce que vous pourriez nous un petit témoignage? Parce que comme nous sommes, on en profite puisque vous êtes là, Gilles Rouby. Non, c'est vrai que c'est pas... C'est-à-dire que dans la période, quand on parle d'objection de conscience, il y avait dans les années... milieu des années 70, il y avait une autre expérience qui existait, qui ont été les mouvements de résistance d'appelés au sein des appelés, quoi. Donc, c'est vrai que les militants, les personnes qui arrivaient avec une petite étiquette sur le dos, étaient assez vite repérés pour empêcher que se reproduisent des comités de soldats qui ont eu lieu, donc, ça s'appelait comme ça, les comités de soldats. Oui, comités de soldats. Et moi, par exemple, j'étais à Rouen dans une caserne où il y avait un mouvement assez fort de comités de soldats, et j'arrivais... tranquillement et tout, mais c'était assez difficile, hein. J'ai eu des expériences assez difficiles, un petit peu de l'ordre du camp disciplinaire, isolé, changer sans arrêt d'affectation, de lieu pour pas s'ancrer avec des personnes, quoi. Et c'est vrai que, comme m'avait dit un jour mon sergent-chef de l'époque, qui était un fils de militant communiste, qui était du Morbihan, dont le père était candidat aux élections contre M. Marcelin à toutes les élections. Et il me disait, lui s'était engagé parce qu'après tout, il avait les vertus des éclaireurs de France, etc. Et donc, au moins, j'étais protégé par cette personne qui m'informait. Il m'avait dit un jour... Écoutez, monsieur Rouby, il faut que je vous dise, on vous connaît bien en PC. Moi, j'ai fait, oui, on me connaît bien en PC. Mais il parlait du poste de commandement. Et donc là, j'ai compris que j'avais un gros dossier sur le dos et que j'étais attendu. Bon, alors maintenant, Gilles Rouby, vous faites partie justement de ce collectif des associations citoyennes. Qu'est-ce que ça représente, ce collectif? Alors le chiffre 205, là, il faut que j'aille voir sur le site où est-ce qu'on le trouve. Je l'ai trouvé, en fait, le collectif des associations citoyennes est né il y a 9 ans, d'une volonté de se réunir pour lutter contre ce qu'on appelle la marchandisation du secteur associatif. Et ça s'est traduit il y a 9 ans par une circulaire d'une personne bien connue, M. François Fillon, et je suis sartois, donc je connais bien M. François Fillon, du moins qui il est. Je ne fréquente pas les châteaux. Et monsieur qui avait, dans une circulaire, traduit dans le droit français, les circulaires européennes qui tendaient à limiter le droit à subvention au titre de la concurrence libre et non faussée. Donc cette circulaire est amenée à régir et amenée à limiter donc, le droit à subvention. Et donc on a créé un fort mouvement à l'époque pour s'opposer à cette circulaire et faire reconnaître dans le droit français le droit à subvention. C'est d'ailleurs notre grande satisfaction, même on peut en discuter, mais que dans le cadre de la loi ESS de Benoît Hamon, il y a pour la première fois dans le droit français une définition de ce qu'est la subvention, ce qui permet quand même de s'appuyer sur un texte pour ce droit. Et puis ensuite, on a gagné. Hein. On est même allé en procès, mais enfin, la circulaire de M. Fillon a été retirée et un autre Premier ministre en a créé une meilleure, il faut dire ce qui est, hein, parce qu'elle a tenu compte de ça. C'était M. Manuel Valls. Hein, et donc, mais la circulaire Valls a amélioré, a donné des possibilités au moins de dire, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, c'est comme la grande période où on a... la loi Sapin 1 a mis en place les délégations de services publics. Hein. Donc, alors qu'on a dit des fois les obligations, mais les recommandations dans certains cas à faire appel. Et beaucoup d'élus, de magistrats départementaux dans la communauté disaient mais non, maintenant nous sommes obligés de recourir à une DSP et donc donc là c'est la mise en concurrence, c'est ça qu'on appelle la marchandisation. Donc très rapidement, donc à partir de ces luttes contre la marchandisation, contre les DSP et les appels d'offres, maintenir le droit à subvention, non pas comme un privilège, mais comme la possibilité pour des associations et des mouvements d'être en accord avec leur objet pour lequel ils sont créés, de le mener à bien, et on demande d'être jugé là-dessus avant tout, plus que sur des actions d'ailleurs, même si on les mène. À partir de là, on a continué et maintenant le collectif s'est étendu pour travailler sur toute la question de la restriction des libertés associatives, par exemple. Alors, on le voit très très bien, ça peut aller même sur ce qu'on appelle la répression et la criminalisation de l'action associative, on le voit actuellement dans la rue, hein, il suffit de regarder, Plateau de Bure par exemple, tous ces endroits-là. Et puis aussi la préoccupation de tout ce qui est la manière dont demain des associations peuvent travailler
avec des collectivités, sur quelle base, sur quelle contractualisation, dans quel respect. C'est-à-dire que les associations ne sont pas des corps intermédiaires à qui on s'adresse pour faire passer des messages à la population. Ce sont des associations complètement indépendantes qui ont leur liberté d'expression et qui traitent, je dirais, il faut l'affirmer, entendre ça, c'est très très prétentieux, mais nous on estime qu'on peut traiter d'égal à égal avec des collectivités locales. Parce que d'abord, les élus, ils ont un mandat de 5 ans, ils ne savent pas s'ils vont être réélus, donc ils travaillent à courte vue. Et nous, des fois, on travaille depuis 90 ans, comme le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, par exemple, qui fête la semaine prochaine. Alors, effectivement, dans ce collectif des associations citoyennes, j'ai regardé un peu, il y a des associations que nous connaissons bien et qui ont d'ailleurs participé de temps en temps à nos émissions. Ah bon. Alors, ça nous a fait plaisir de voir qu'il y en avait là. Et vous avez publié justement un communiqué, Service national universel, des raisons de dire non. Alors, dans ces raisons de dire non, je relève que, effectivement, l'engagement volontaire, l'engagement ne peut être que volontaire, je vais vers la fin, et le SNU ne répond pas à cette orientation, tant il s'inscrit dans un projet de société néolibérale dans laquelle la réussite individuelle prime sur la solidarité propre à l'action collective. Donc c'est aussi une attaque contre la société néolibérale. Ça représenterait un petit peu le service national, ses engagements individuels. En fait, c'est de considérer que le SNU n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il correspond à un projet de société. Et dans l'article dans Mediapart, qu'on peut retrouver facilement, je fais le rapprochement avec le National Citizen Service en Angleterre. Et le National Citizen Service a été conçu par M. Cameron dans le cadre du projet qu'il appelé Big Society. Et dans le projet Big Society, c'était en 2010, il avait 2 volets. Un, c'était Big Society Bank, des finances, dans la société, au service de la société, même qui prennent la main sur la société, c'est plutôt ça. Et le deuxième, c'était le service universel, donc c'est l'éducation et la formation des personnes pour qu'elles deviennent eux-mêmes les propres entrepreneurs de leur vie. Donc, considérer qu'à un moment, le néolibéralisme, ce n'est pas une forme économique de la société. C'est une forme politique de la société qui agit par différentes manières, où à un moment, on le voit actuellement au niveau de notre gouvernement, avec tout le respect que j'ai pour les ministres, mais on voit qu'aujourd'hui, la moitié de nos ministres ne sont pas des élus de la République. Ce sont les anciens hauts fonctionnaires. Donc, moi, il y a des personnes qui ne doivent de compte à personne d'autre qu'au président de la République. Ils sont là du fait du président de la République. Et en fait, quand on voit M. Blanquer, M. Blanquer était l'ancien haut fonctionnaire en région parisienne, ancien fonctionnaire du ministère, et il devient ministre, et il met en œuvre des politiques où il n'a aucun compte à rendre à personne, puis il ne sera jamais candidat dans un territoire. Et c'est ça un petit peu Donc on a plein de manières d'être opposés. La question du militaire et de la militarisation de ce service est parfaitement juste. La question du coût, un peu moins juste. Un coût dans ce cadre-là, oui, mais un coût, ça nous paraît normal que pour une politique jeunesse, il faut mettre de l'argent. Oui. Mais voilà, dans quelles conditions? Mais il y a plein d'axes sur lesquels on peut réfléchir, et c'est ce que l'on fait dans l'article. On questionne le SNU, on s'y oppose, on fait plus que le questionner, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord un projet de société. Donc ce n'est pas uniquement... On a affaire en face de nous à une énorme machine, quelque chose de considérable, et ce n'est pas un de ces axes. C'est pourquoi autant moi je salue vraiment, et je suis allé aux réunions du collectif non SNU qui se crée sur ces bases, mais il faut y additionner d'autres acteurs avec leur propre approche, toutes les raisons qu'on peut avoir de s'opposer au SNU, parce que c'est bien face à un projet de société, et ce premier projet de société, il est basé autour d'un mot qu'on retrouve dans tous les rapports 40-50 fois, c'est la notion de cohésion nationale, et en subliminal, on nous fait passer que la seule manière de garantir une autorité sur la jeunesse, c'est dit comme ça dans les textes, une autorité, c'est les armées qui sont le mieux placées pour inculquer cette autorité à la jeunesse. C'est un statut qu'on leur accorde. Alors, ça correspond à la fois des fois à une rencontre, une attente de jeunes, des fois il y a une envie, il faudrait que je me reprenne en main, que je me secoue, des choses comme ça et tout. Mais aujourd'hui, il y a un véritable déni de ce que sont les autres acteurs, parce que justement, on affaiblit le champ des autres acteurs pour, au moment, à installer, moi, ce que j'appelle un petit peu un mirage, une solution toute clé en main. Mais en fait, on se rend compte quand on croise un petit peu cette solution clé en main, elle est un petit peu quasiment impossible à mettre en œuvre. Alors Gilles Rouby, ça va être très difficile de s'opposer justement à ce service national universel,
puisque M. Attal a déclaré récemment qu'il n'était pas question de lui opposer une objection de conscience. Alors cette objection de conscience, justement, Régis Forgeot, historien, qui a bien beaucoup travaillé sur l'objection de conscience, effectivement l'objection de conscience, c'est s'opposer à porter les armes. C'est comme ça que c'était au départ. Il y avait justement le code. Alors j'ai vu l'article L116.1 du code du service national. Enfin, je ne vais pas le relire parce que tout le monde le connaît. Mais bon, c'était simplement pour les armes. Être opposé pour des raisons, alors ça a changé, mais philosophiques et religieuses à l'origine, dans le statut de 63, donc s'opposer au port, à l'usage personnel des armes. À l'usage personnel des armes. Et votre question, évidemment... je vous laisse peut-être terminer de la reformuler, mais... Non, c'est ça, c'est-à-dire que cette objection de conscience, on ne pourra pas l'opposer. Parce que nous, ce que nous avons demandé à l'Union pacifiste, on est bien sûr pour la suppression du service national universel, mais s'il se met en place, qu'on ait au moins la possibilité d'objecter. Alors on nous a dit, il n'en est pas question pour les jeunes. Maintenant, étant donné qu'il s'agit de jeunes mineurs, peut-être que les parents peuvent objecter, puisqu'ils devront donner de l'autorisation, sauf qu'ils voudraient peut-être changer la Constitution. Ouais. Alors, donc, est-ce que Régis Forgeot, vous avez une idée, des informations là-dessus? Alors, j'ai réagi sur un post Facebook là, de la page de l'Union pacifiste il n'y a pas très longtemps, justement, qui citait M. Attal. J'avais mis quelque chose comme « c'est mal connaître l'histoire de l'objection en France ». Je me suis repenché très attentivement sur certains documents, notamment le dossier de presse que vous m'aviez envoyé, donc qui présentait la phase de cohésion du mois de juin. Et j'ai envie de vous dire que, au contraire de ce que j'ai écrit, les gens qui ont préparé et qui ont formalisé le SNU savent très bien l'histoire de l'objection de conscience et qu'ils ont tout fait pour que précisément il y ait le moins de prise possible en termes militants pour revendiquer ce droit à l'objection de conscience. Et je suis convaincu que dans les archives qu'on pourra consulter un jour ou l'autre, on trouvera des traces de ces discussions et des gens qui se seront précisément, pointilleusement penchés sur cette question. Comment n'offrir aucune prise aux militants pour qu'on vienne nous enquiquiner avec l'objection de conscience? La réponse de M. Attal, c'est, j'ai envie de dire, le premier niveau. Non, c'est l'usage personnel des armes. Là, il n'y a pas d'usage personnel des armes. C'est vrai. C'est vrai. Et pour essayer d'être simple, j'ai été rechercher le texte de 63 et le texte de 83, donc le service... donc en 1963, l'objection de conscience est reconnue. L'article dit ceci. Donc c'est l'article 41. Les jeunes qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l'usage personnel des armes, peuvent être admis à satisfaire aux obligations du service national. C'est important, un service national avec différentes modalités déjà. Donc dans les conditions prévues par la présente section, soit dans une formation militaire non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général. Et c'est évidemment dans ce second volet du service civil des objecteurs que les objecteurs vont s'engouffrer et vont lutter contre les autorités publiques qui vont systématiquement essayer de les militariser, pour reprendre un terme militant, mais qui est aussi une réalité. Donc 1963, début 64, donc la loi a été promulguée au mois de décembre 63. Les objecteurs sont versés au ministère de l'Intérieur, qui les rassemble au sein de ce qu'on appelle à l'époque le groupement des secouristes pompiers à Brignoles, dans un camp encadré par des militaires ou anciens militaires, avec un règlement d'inspiration militaire. C'est le joyeux bordel, vraiment. Bref, c'est assez fabuleux ce qui se passe. Les objecteurs, finalement, font un peu ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas contents, ils le font savoir. Ils font la grève du travail. Bon. 69, les objecteurs passent sous la tutelle donc, de anciennement ministère des Affaires sociales, qui a changé de nom, qui tente de les affecter aux hôpitaux de Paris. Refus de la majorité. 72, passe à l'agriculture. On tente de les affecter à l'ONF pour leur première année de service civil. Là, ça se corse parce que ça va se crisper du côté des objecteurs et des pouvoirs publics. Mais globalement, il y a quand même un refus d'une majorité d'objecteurs. Et puis, 83, l'objection devient une forme banale du service national. Il n'y a même plus besoin de justifier. Voilà, c'est toujours 2 fois plus long. Et dans cette loi de 83... c'est donc cette fois... Après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Après l'arrivée de la gauche, évidemment. Alors, il y a aussi une salve
grâce, d'amnistie, pardon, pour tout un tas de jeunes qui C'est justement s'étaient opposés au service militaire. Ce serait intéressant d'ailleurs à écrire ce moment de l'histoire. Comment mieux désamorcer et dévitaliser un mouvement qu'en graciant et en amnistiant en masse finalement, hein, ça pacifie, mais ça permet aussi de tourner la page. 83, donc alors, il est écrit que, alors pareil, les motifs de conscience se déclarent les objecteurs opposés à l'usage personnel des armes, on a encore cette formule, et ils sont donc admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration d'État ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général. On ne parle plus, de la formation militaire de 63. Moi, de mon point de vue, et là je suis à cheval entre mon statut d'historien et mon expérience aussi associative, et citoyenne à tout point de vue, je pense que là-dessus, il y a une ouverture à utiliser pour les militants contre le SNU, c'est justement ce volet du service civil qui était vraiment civil, qui devait être réellement civil. Or, et on le voit bien, même si c'est soigneusement camouflé et édulcoré dans le fameux dossier de presse là, sur la phase de cohésion de juin 2019, il y a quand même une dimension militaire. Alors, je ne sais pas si on peut parler de militarisation. Oui, parce que ça a été conçu par un général, voilà. Le général Menaouine. Hein. Mais donc, il y a une ouverture, je pense, de ce côté-là. Et quand je disais au début de mon propos que je pense vraiment qu'ils se sont creusés la tête pour dire comment faire pour pas que... C'est camouflé dans ce dossier de presse. Là, j'analyse le document en tant qu'historien, là, où c'est complètement camouflé. Alors certes, les photos, on est d'accord, on dirait des jeunes gardiens de la paix, frais et moulus, un peu jeunes encore, mais bon, ça c'est clair. Après, qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas, moi, la première page édito, il n'y a pas un mot sur l'armée ou sur quelque chose qui se rapporte à ça. Dans le sommaire non plus. Dans les 4 objectifs, finalement, non plus, dans leur intitulé général. Ensuite, quand on parle les 14 centres SNU, pareil, page 5, les chiffres clés, 14 centres SNU installés dans des internats, des centres de vacances, des crous, etc. Et là, quand on va voir à la page 10, on voit quoi, du coup, les centres du SNU, des internats, des centres de vacances, des bâtiments du ministère des Armées, etc. Donc, ils ont positionné ça, mais de manière un peu camouflée. Je ne vais pas le chipoter, mais même sur la mise en page, vous voyez, page 7, constitution du programme au niveau départemental. Je ne comprends pas pourquoi ils ont coupé complètement le propos, qui fait qu'on arrive ici, on ne sait pas trop, ça se rattache, et là, hop, on nous lâche donc le module défense et mémoire, et le module sécurité, qui donc concerne évidemment la dimension plus militaire. Et puis à la fin, l'encadrement, où là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe au terme utilisé, une nouvelle fois, donc dans le niveau 2, les cadres, animateurs confirmés, opérateurs associatifs, anciens militaires. Oui. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Niveau 3, équipe de direction, anciens militaires et réservistes. Ce ne sont pas des militaires. Alors je l'analyse vraiment très froidement. Et on retrouve du coup ces anciens militaires quand même dans la déclinaison. Donc on dit des militaires, des anciens cadres des armées, réservistes ou jeunes retraités des forces et des forces de police. Bon, mais vraiment, je trouve, ça, moi, c'est ce qui me frappe dans les termes. Utiliser les expressions formulées. On édulcore au maximum la dimension militaire. Et je trouve que l'usage systématique de anciens militaires réservistes est à ce titre très révélateur de cette volonté, et je laisse la parole sur ça, de ne laisser aucune prise pour les militants contre le SNU sur cette dimension militaire du SNU. Alors Régis Forgeot, historien, vous nous donnez beaucoup de travail parce que nous allons nous essayer de démontrer, nous l'avons vu par les images, nous savons que M. Macron, lorsqu'il était candidat, avait dit « je veux un service militaire » et que tout de suite après, un an après, quand les militaires ont dit « non, nous on ne veut pas s'en occuper des jeunes », c'est-à-dire qu'on ne veut pas payer cette formation, mais par contre on veut bien avoir l'œil dessus et pouvoir former les encadreurs parce que nous sommes des spécialistes de la formation des jeunes. À ce moment-là, eh bien, on a vu apparaître, même dans les images de la cohésion, pas mal de militaires. Mais ça, on va en reparler. On va écouter un peu, on va faire une petite pause. Régis Forgeot et Gilles Rouby sont avec nous aujourd'hui. On va écouter une chanson de José Mario Branco, qui est décédé cette semaine, qui est un grand artiste portugais. Vou andando por terras de França, pela viela
a minha terra, entre a uva e o mosto, fica sempre tudo neste pé. Voilà, nous venons d'entendre Pour Terras de France, ça veut dire dans les terres de France. C'était une chanson que José Mario avait composée pendant qu'il est exilé à Paris pour fuir la guerre coloniale en Angola. Si Pedro Fidalgo, je rappelle que ton film, justement, alors je ne sais pas si j'ai bien le prononcé, moi, parce que portugais, je ne connais pas bien, Mudar de Vida. Changer de vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, tu as fait en 2013 sur ce chanteur très important. On peut se l'obtenir à l'Union pacifiste. Hein. Il faut absolument le voir. C'est un très beau film. Alors, on est en compagnie aujourd'hui de Gilles Rouby et de Régis Forgeot. On vient d'entendre Régis Forgeot sur l'objection de conscience. Alors, Gilles Rouby voulait rajouter quelque chose sur ce sujet. Ben oui, parce que c'est vraiment intéressant de voir, moi ça m'a attiré l'attention là-dessus, comment est-ce que dans la phase de préfiguration, dans le rapport, le côté militaire est minimisé, même s'il est affirmé qu'ils auront une responsabilité sur la formation de l'autorité, il est quand même minimisé. Et la grande surprise, c'était que, en fait, la première session qui a eu lieu au mois de mai-juin l'an dernier, dans 13 sites pilotes, Monsieur Attal a voulu faire une grosse communication. En fait, c'était une pré-session, mais aussi un moment de communication sur les enjeux. Et vu du point de vue des médias, les médias ont ultra survalorisé, je dirais presque, le côté militaire, l'uniforme. Même si on ne l'appelle pas comme ça, c'est des tenues, évidemment, c'est pas un uniforme. Le lever du drapeau, on a vu les jeunes qui tombaient pris d'installation, on a vu des jeunes qui rampaient, etc. Est-ce que c'est beau? Et cette survalorisation a eu un effet complètement inattendu. C'est que qui est-ce qui s'est trouvé en porte-à-faux complet? Tu en parlais tout à l'heure, les associations d'éducation populaire. Qui ont été dans leur département assaillis de militants, mais comment on peut participer à ça? Et qui étaient associés. Voilà, la vingtaine d'associations qui avaient signé une charte avec le ministère se sont associées, ce qui fait que dans les départements, il y a dans les CMA, dans les de l'enseignement, des départements, je ne vais pas les dénoncer, mais qui ont pris des positions complètement contre. Léo Lagrange. Les CMA Pays de la Loire, par exemple. Non, mais dans les régions, c'est par rapport à des positions nationales, il y a eu des désaccords exprimés, puis des militants qui sont... Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces fédérations réunies au sein du CNAGEP ou du mouvement associatif? Tirer la sonnette d'alarme, voilà, on est en difficulté. C'est quoi votre truc, etc. Et tout, il faut dire, c'est comme ça. Les représentants du ministère disant autour de la table, etc. C'est pas évident. Mais ce qui fait que là, le 30 octobre est sorti une circulaire du ministère, et pendant 7 pages, le côté militaire est vraiment minimisé, si c'était qu'on rappelle qu'à un moment, ils auront l'autorité sûre, etc. Mais ça apparaît quand même. Et par exemple, on retrouve des formes, par exemple, en milieu de document, on nous rappelle que les armées porteront leur concours à la formation des cadres, sous la direction des OG, ZDS, donc des officiers généraux de zones de défense et de sécurité, et en particulier, et le mot en particulier est intéressant parce que c'est pas que ça, dans le domaine de la formation d'exercice à l'autorité. Donc, dire qu'à un moment, la présence militaire, elle réapparaît, mais dans l'ensemble du document, on nous dit aussi en fin de document, les armées assureront la formation à l'exercice de l'autorité, au leadership et au développement de la cohésion.
Donc là, on nous dit l'objectif de cohésion, qui est l'objectif central, tel qu'il est affiché, la cohésion, suite aux attentats, suite à la cohésion, et ben d'un seul coup, on nous dit les acteurs, ceux qui ont une autorité sur le développement de la cohésion, c'est l'armée qui a un modèle. Ben, moi, il faut encore me le prouver, ça, que l'armée a ce modèle. Ça, c'est pas gagné pour moi. C'est-à-dire, nous, les anciens, on le sait que ce n'est pas un modèle, mais les jeunes ne le savent pas encore. Oui. Parce que, bon, nous sommes à l'Union pacifiste et dans quelques associations, notamment, on s'est rendu compte aussi dans notre collectif que notre moyenne d'âge est assez élevée. Donc, nous avons cette expérience de ce qu'était le service militaire, ce qu'il a représenté à une certaine époque. Et aujourd'hui, les jeunes sont un petit peu perdus, Régis. Pour mesurer, Forgeot. je vais prendre mon exemple. Je suis encore jeune, mais bon, j'ai bientôt 2 fois 20 ans, donc je suis plus si tout jeune que ça. Je suis né en 1981. À 2 ans près, j'étais concerné par la dernière vague de conscrits. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, finalement, ceux qui ont moins de 40 ans n'ont pas connu, ou alors... Si, au lycée, je sais qu'il y avait un surveillant qui faisait son service civil. Voilà, c'est la seule fois où, concrètement, dans ma vie, alors, outre mes travaux ultérieurs, c'est la seule fois dans ma vie, donc j'étais au lycée, c'était en 97, je me souviens du principal adjoint qui avait dit « Bon, on accueillera un jeune en service civil qui va donc être pion au lycée. » Ok, très bien. Bon, heureusement que mon père s'y connaissait un petit peu dans le domaine pour m'expliquer ce que c'était, parce qu'à l'époque, je n'avais aucune idée. Mais voilà, évidemment, on ne connaît pas l'armée. Il faut dire, voilà, il y a... Je ne sais pas combien ça représente en termes de percentile, mais peut-être la moitié de la population aujourd'hui française qui ne sait pas ce que c'est, quoi. Et en plus, elle ne l'a pas vécu. Si on compte les femmes en plus. Mais il faut vraiment dire, parce que moi je l'ai vécu. Oui, alors on parle d'autorité. Gilles Rouby l'a vécu, lui. Oui, voilà, on parle d'autorité, mais il y a un mot qu'on ne dit pas. C'est la peur qui tenait les jeunes au service militaire. Moi, par exemple, j'ai eu au moins 13 changements d'affectation pendant mon service militaire. Une fois, je suis passé d'une compagnie à Rouen au Mans, on m'a rapproché d'une compagnie de militaires professionnels, alors que je n'étais pas professionnel. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. Je n'avais rien demandé. Et on ne m'avait pas prévenu et tout. En fait, j'ai fait 1 semaine de prison parce que je n'avais pas changé les boutons de mon uniforme. Parce qu'en fait, j'avais des boutons frappés de l'encre de marine et le RIMA, infanterie marine, fait partie de l'armée de terre. Et donc, il fallait que je change mes boutons. Un jour, il y avait une garde, je n'avais pas changé. Je venais d'arriver, je n'avais pas changé les boutons. J'ai pris 1 semaine de prison. Donc, bon, c'est pas si méchant que ça, on appelait ça. Mais quand même, c'est très caricatural et pourtant c'est réel. Restreint de liberté, ouais. Mais c'est-à-dire que quelque part, c'est aussi la peur. C'est une soumission. C'est pas pareil, l'autorité et la soumission. Les enseignants, ils le savent bien que c'est pas pareil. On ne cherche pas à avoir des élèves soumis dans nos classes. Non. Alors justement, on a vu la réaction de ces anciens militaires dans cette première phase du service national universel. Il y a eu un documentaire qui est passé sur M6 le 10 novembre, un documentaire de 1h40, qui était bien sûr la promotion, qui a été plus ou moins aidée certainement par le gouvernement. Et là, il y a une jeune fille, alors ils avaient suivi 4 personnes, 2 jeunes filles et 2 jeunes garçons, et notamment une jeune fille qui était en rupture scolaire et qui rejoint ce service national sans savoir ce qu'il attendait, et au bout de 2 jours, elle avait déjà envie de rentrer chez elle. Bon, alors là, on voit le responsable ancien militaire, très gentil, paternaliste, qui vient lui expliquer qu'elle a tout intérêt à aller jusqu'au bout. Et puis petit à petit, bon, on voit que ça ne va pas et elle veut absolument partir, elle veut partir. Et à la fin, ce fameux encadreur militaire se met en colère en lui disant « Bon, vous êtes volontaire, vous pouvez partir, mais lorsque vous serez plus volontaire, là, on aura d'autres moyens de vous retenir. » Donc, ça veut bien dire que le service national universel, qui est pour l'instant avec des volontaires. Là aussi, ils ont pris d'énormes précautions d'aller en plusieurs étapes. La première étape, c'est à peu près 2000 volontaires. En 2020, ce sera 30 000. Ils avaient dit 40 000. Maintenant, ils ont dit 30 000, peut-être 20 000. Ils ne sont pas sûrs de les avoir. Et puis, bientôt, et ce soir, normalement, M. Macron doit annoncer à Amiens, où il va faire pendant 3 jours la ville de la jeunesse à Amiens, il doit annoncer à quelle date commencera le service national universel
obligatoire. Et à ce moment-là, quand ce sera obligatoire, ça va beaucoup changer les choses. Est-ce que ça va changer vraiment? Alors, certainement, pour les jeunes qui seront Gilles Rouby. pour les jeunes qui seront obligés d'y aller, oui, ça va changer quelque chose. Ceux qui ont envie d'y aller, peut-être pas. Mais actuellement, on a des données maintenant, puisque la première phase a eu lieu. Il y a des chercheurs de l'INGEP, donc l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui ont été missionnés pour aller dans chacun des 13 sites. Et aujourd'hui, ils ont rendu leur rapport. Moi, j'ai lu le rapport qu'ils ont rendu. Et on estime une certaine satisfaction des jeunes. Il faut savoir que la cohorte de jeunes volontaires, c'est que des jeunes volontaires, 70% de cette cohorte étaient des jeunes ayant soit un parent militaire ou ayant un rapport avec l'armée. C'est 3,5%, je crois, dans la population. Encouragés par leurs parents. Donc il y a une forte... mais normal, ils n'ont pas voulu se mettre tous les dangers, toutes les difficultés d'un seul coup sur le dos. Donc il y a une cohorte qui était très favorable. Le rapport note que le coût, ils estiment, alors c'est quand même très très vague, hein, je vais essayer de me renseigner un peu plus près, entre 1 350 et 2 000 euros par jeune. Hein, le coût du SNU. Donc déjà, il faut aller voir qu'est-ce qu'on compte dedans, est-ce qu'on compte vraiment tout, les services à côté, etc. Il faut savoir que le rapport initial part d'1,5 milliard, tout le monde dit que ce sera beaucoup plus. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il est également prévu 2,7 milliards pour des constructions du bâti. Puisqu'en fait, il n'y a pas les infrastructures. Ou pour restaurer des bâtis. Ou pour restaurer, voilà, mais parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Alors bien sûr, il y a plein d'hypothèses, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport de l'INGEP, c'est qu'il est très factuel. Il donne des éléments de satisfaction, de difficulté. Dès le début, il a bien été dit qu'en aucun cas, d'ailleurs c'est dit au début du rapport, il n'est pas établi pour contester ou porter un avis sur le SNU. Il est conçu pour voir les éléments d'amélioration. Et donc évidemment, le ministère va très certainement l'étudier de très très près pour améliorer. Donc on est bien dans un choix de société à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, le SNU est décidé. Je dirais que si on compare avec le National Citizen Service en Angleterre, qui est sur la base du volontariat, qui se visait à avoir tous les jeunes d'une tranche d'âge, environ 600 000 jeunes par année, ils sont arrivés à peu près au bout de 10 ans à 400 000 jeunes en tout. Et le budget, d'après ce que j'ai lu dans la presse, c'est bon, je donne des sources dans l'article de Mediapart, mais ça capte actuellement 95% du budget de la jeunesse. C'est-à-dire que les associations qui travaillent sur la question du logement, ces questions-là, n'ont plus de moyens. C'est-à-dire qu'on capte de l'argent. Et la grosse crainte des fédérations d'éducation populaire, c'est que le SNU capte les fonds. Alors on disait du service civique, moi j'ai pas trop de crainte sur le service civique parce que c'est un truc complémentaire. Il y aura besoin dans la 3e phase de faire recours au service civique. Et actuellement, je ne crois pas que c'est pas ce qu'on observe. Mais par contre, il est déjà écrit dans ce rapport, c'est un tout petit mot qui est placé comme ça, très peu cité les associations. Mais en tout cas, ça sera sur la base des conventions actuelles. C'est quoi les conventions actuelles signées par les fédérations, par exemple? C'est ce qu'on appelle les conventions pluriannuelles d'objectifs, qui sont construites par les associations, les fédérations, et qui déposent des objets et qui sont subventionnés par le ministère. Directement, la grosse crainte, c'est qu'il y ait une obligation pour ces fédérations d'éducation populaire de mettre un de leurs axes de leur convention sur le SNU. On rentre vraiment dans l'émission directe sur le projet associatif, qui est normalement quelque chose de sacré, je dirais, quand on parle de liberté. On parle de liberté individuelle, de liberté associative. Quand on parle de liberté, ça veut dire que les associations qui sont reconnues pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles font en premier. Nous déclarons, quand on se déclare agir dans un secteur et on n'a pas entre guillemets, de leçons à recevoir de l'extérieur. Des conseils, on a toujours besoin, mais les actions que l'on dépose, on les dépose par rapport à des projets associatifs qui se trouvent être les acteurs de la société, les acteurs de la République. Donc la grosse crainte, en fait, sur les financements des associations, c'est qu'on aille vers un assujettissement, une prise en main, une prise de contrôle. Qui a commencé, d'ailleurs. Pourquoi ces fédérations qui, aujourd'hui, j'ai eu une discussion récemment, même ce midi, avec quelqu'un de ces fédérations qui dit, mais on est très embêtés parce que idéologiquement, on se récompte, mais beaucoup de nos cadres, de nos directeurs disent, mais on ne peut pas se priver des moyens qui vont être attribués. Vous parlez des associations, des fédérations, des fédérations d'éducation populaire. C'est ça, la Ligue de l'enseignement. Moi, alors, Régis Forgeot, comment on va faire pour ça? Oui, alors juste témoigner, parce que moi, du coup, j'ai été assez longuement investi dans le domaine sportif, associatif. Dans un club d'athlètes où je suis arrivé en tant que poussin, c'était le nom de la catégorie. J'étais en CM1, j'avais 9 ans. Et puis, je me suis désengagé très récemment
parce que la vie suit son cours, et entre les deux, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions qu'on peut imaginer dans une assoce. J'ai fini par être salarié sur un projet paralympique. Et du coup, je suis très au fait dans le milieu associatif sportif, justement, de ce fléchage qui peut être très contraignant, mais qui existe, enfin voilà, qui aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire que nous, dans le domaine sportif, associatif, on est déjà totalement, depuis une dizaine d'années, ça devient étouffant, complètement fléché, hein, c'est le terme qui est utilisé pour signifier à quoi sert l'argent, mais on est nous-mêmes fléchés dans nos actions. Et bon, donc j'entends, je trouve ça très intéressant, parce que je l'ai vécu, on l'a vécu et on le vit depuis déjà pas mal d'années dans le milieu sportif, quoi. Alors après c'est intéressant, il faut travailler pour les personnes en situation de handicap, les femmes, les gens en difficulté. Bon voilà, le truc intergénérationnel, c'est des beaux projets, mais bon, il faut quand même du coup orienter et parfois au détriment de ce qu'on aimerait faire par ailleurs. Alors Régis Forgeot, vous êtes historien, donc comment on va faire maintenant? Est-ce qu'on pourrait créer une objection de conscience pour les parents? Alors, je ne suis pas prophète. Ça a quand même évolué, l'objection de conscience. Mais non, mais tout à l'heure, j'ai dit malin. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire peut-être que les parents, j'ai fait malin. Ça, je n'y avais pas pensé. Mais oui, c'est très malin parce qu'effectivement, le projet, donc, je sais pas, c'est 14 ou 15 ans, là, l'âge d'entrée. 15 ans. 15 ans. Bon, ils sont mineurs. Donc, ils sont mineurs. Ils sont pas ils ont besoin de l'autorisation des parents, sauf s'ils changent la Constitution, ce qu'ont prévu les militaires. Et oui, voilà, il y avait cette histoire de Constitution que j'ai vu passer. Mais historiquement, c'est intéressant d'ailleurs, hein, la première fois qu'une législation va intégrer une clause de conscience sous la forme d'objection de conscience, c'est en Grande-Bretagne. C'est en 1898. Et c'est dans le cadre de l'instauration de la vaccination obligatoire. Et justement, il est écrit clairement, noir sur blanc, textuellement, que une exemption est possible pour les parents des enfants à vacciner qui auraient une objection de conscience au fait que leur enfant soit vacciné. Donc, c'est malin parce que, oui, ça a pu exister précisément, cette objection de conscience parentale, et historiquement, c'est un des fondements, puisque après, la Grande-Bretagne, c'est pas le premier pays à mettre des clauses de conscience, mais c'est celle qui sert de modèle. Hein. En 1916, pleine Première Guerre mondiale, ils sont quand même capables d'intégrer une clause de conscience pour les objecteurs de conscience, quoi, textuellement, alors que voilà, encore fond son fusil pour l'exemple. Donc oui, peut-être, en tout cas, c'est évident que sur le plan militant, il y a clairement quelque chose à fouiller de ce point de vue-là. Oui. Alors justement, c'est à quoi nous travaillons dans notre collectif NOSNU, nous le répétons, parce que vous allez certainement, vous, auditeurs de Civis Pacem, lire de temps en temps notre petite revue de l'Union pacifiste. On essaie aussi sur une page Facebook de tenir une revue de presse, justement, tous les textes qu'on reçoit, qu'on nous fait parvenir, et puis ceux qui sont publiés, bien sûr, de les porter, parce qu'on doit faire de l'information. Finalement, on s'est rendu compte encore aujourd'hui, quand on parle de ce faire service national universel, beaucoup de gens ignorent à quoi ça correspond et que ça risque un jour de toucher leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà. Bon, moi, c'est les petits-enfants. Alors, en ce qui concerne cette réunion, nous avons eu plusieurs réunions déjà à l'Union pacifiste et puis maintenant beaucoup au syndicat solidaire. Il y a maintenant une trentaine d'organisations qui en font partie. Et puis, il y a un texte qui a été publié pour une plateforme commune. Alors, dans cette plateforme, bien sûr, il y a plusieurs points qui sont abordés, justement pour dire que toutes les organisations qui ont adhéré à ce collectif n'ont pas tous les mêmes objectifs. Le seul objectif qu'ils aient, c'est refuser le service national universel. Alors, chacun va agir suivant son public, si on peut dire, que ce soit la Ligue des droits de l'homme ou la Fédération anarchiste, ou par exemple un syndicat enseignant, un syndicat lycéen, ou par exemple le droit au logement, qui est aussi avec nous. C'est vrai qu'il y a différentes approches et chacun est relativement libre dans notre collectif. La seule chose qu'on demande, c'est qu'il soit contre le service national universel pour la suppression de ce service national universel. Alors, on a déjà, justement, on a eu une réunion hier de ce collectif
Et on a prévu de faire un meeting en 2020. Alors là, ce sera beaucoup plus grand à la Bourse du Travail. Bon, on n'est pas encore prêt, on se prépare à ça. Et puis, il y a différentes choses qui commencent à se mettre en place. Alors, on a besoin de vous, les historiens, Régis Forgeot, on a besoin de vous, Gilles Rouby, et de toutes ces associations, de tous ces... Alors, le problème, c'est que déjà, le recrutement pour la deuxième phase et pour, en même temps, l'année prochaine, a commencé auprès des préfets. C'est-à-dire que les préfets ont déjà reçu l'ordre, si on peut dire, de prendre contact avec les associations, de faire ce recrutement qui va se faire à la fois dans les associations et dans les écoles. Alors, on en est à la phase 0. Hein. Il y a 4 phases. Hein. Maintenant, ça s'appelle comme ça. Donc, la phase 0, c'est la phase de l'information. Et là, elle relève des rectorats, de l'éducation nationale, mais aussi des missions pour l'emploi, par exemple. Hein. Voilà, donc, en gros, les acteurs qui sont en contact avec les jeunes de 16 ans, puisque c'est pour les jeunes, en gros, dans l'éducation nationale, ça correspond à la classe de seconde, hein, après les examens du brevet. Hein. Une classe où on ne fait rien, donc comme ça, ça donne du temps. Hein. Et donc, on en est à cette phase. Donc, actuellement, ce qui est à mettre en place, c'est de l'information donnée dans les établissements scolaires et dans ces autres lieux sur la possibilité d'être volontaire sur cette seconde phase, puisque la seconde phase, elle sera cette fois-là étendue à tous les départements. Et le principe, c'est que les jeunes qui candidateront dans un département seront repérés, etc., et à un moment seront affectés dans un autre département. Ils doivent quitter. Ça fait beaucoup de déplacements. Hein. Oui. Donc, effectivement, la première phase de résistance, elle est à ce niveau-là également. C'est-à-dire que dans les périodes d'information, il faut être aussi capable sur le terrain aussi d'expliquer ce que le service national universel. Hein, l'expliquer par différentes actions, éventuellement, qui marquent médiatiquement, pour dire, ouais, voilà, on est en train de vous proposer quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de simple, il a une conception idéologique. Maintenant, attention, hein, toutes les familles sont loin d'être opposées. Et si, quand le CNAGEP a fait, donc le Conseil national des associations jeunesse et éducation populaire, a fait une enquête au mois de février ou mars l'an dernier, donc avant le dispositif, avec l'IFOP. Et avec l'IFOP, ils ont récolté, je dirais, c'est des professionnels, je ne vais pas dire à la légère, mais récolté l'avis de jeunes. En dehors d'une information de ce que le SNU, spontanément, les jeunes, ils disent oh, c'est pas mal, aller 15 jours en vacances, faire des stages, on va faire du sport, on va avoir une formation, on va se regrouper avec d'autres. Les jeunes sont très sensibles à la mixité sociale, on peut se retrouver avec d'autres. Donc il y a tout un discours qui est un discours quand même qui est, qui est trompeur, qui décrit, qui fait appel à du volontariat, ça je ne peux pas le nier, mais seulement qui n'est pas dans le cadre d'un débat, parce qu'il n'y a pas débat sur le service national universel. Le service national universel existera, et comme le disait M. Guy l'avocat, qui est un des membres éminents de La République En Marche, membre du bureau exécutif, et qui participait au premier groupe qui a écrit le rapport, il dit, mais il écrit, c'est sur le site de La République En Marche, c'est la mesure emblématique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il ne dit pas c'est une mesure forte, il parle d'une mesure emblématique. C'est par là que passe la question, où on répond à la question, qu'est-ce qu'on fait contre les attentats ? C'est ça, en gros, oui, pour revenir. Exactement. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est... Et les craintes de radicalisation. Je trouve ça vraiment... moi, j'aurais presque envie de dire le mot scandaleux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre de ça uniquement de cette manière-là, et surtout en dehors d'un débat national. Hein. On ne peut pas, à un moment, mettre des acteurs autour de la table. On dit qu'on va rencontrer les acteurs de jeunesse, on ne les rencontre pas. Ou alors on les rencontre dans un cadre qui est déjà construit. Ils ne sont en aucun cas associés, par exemple, à ce qui sera la formation des cadres. À ces formations-là, on ne voit pas dans le texte. Hein. Du coup, je me permets de poser une question. Oui, bien sûr, Régis Forgeot. Je ne connais pas suffisamment les débats pour avoir réponse à cette question, mais dans quelle mesure... donc là, effectivement, le SNU, il y a cette idée de réagir après les attentats. Bien que ça puisse sembler surprenant de prime abord de dire on va rendre les jeunes plus cohérents avec leur nation. Enfin bref, ça manque de cohérence pour le coup, la logique. Mais est-ce que c'est présent également ce fait fondateur qui est celui du service civique volontaire, qui est aussi qui renvoie lui peut-être plus, même pas peut-être, certainement beaucoup plus à ce qui s'est passé en 2005 avec les émeutes dans les quartiers populaires, sensibles, on les appelle comme on veut, voilà. Parce que, bon, finalement, c'est plutôt ça, en réalité. Hein, si on parle de cohésion nationale, en réalité, c'est quand même ça, c'est de dire que tous les jeunes se sentent concernés, y compris ceux qui vivent dans des quartiers ségrégés,
par rapport au reste de la société. Donc, quelle est la place de ça, de ce rapport avec ces quartiers, avec cette jeunesse? Et ben, en fait, alors Gilles Rouby. Oui, mais c'est bien là qu'est la question. C'est-à-dire que quand on parle par exemple, du service civique qui est ouvert, en fait, le service civique, on nous présente quand même comme une première marche vers le travail, vers l'emploi. Alors quelle est sa fonction? C'est d'aller vers des... Non, c'est pas censé être des métiers, mais en fait, c'est pris comme des métiers, ça remplace de l'emploi. Mais en tout cas, pour aller vers tester une carrière, mener un projet individuel. Donc, le service civique a ses vertus. Puis, il y a la question, on se pose la question des quartiers populaires, la question de l'isolement culturel, la question des jeunes en situation d'extrême pauvreté, la situation des jeunes en milieu rural, la situation des jeunes de la grande bourgeoisie, des enfants de cadres, etc. Et tout. Toute cette jeunesse-là, on dit c'est un melting pot et tout ça. Il n'y a pas les jeunes, finalement, ils ne se connaissent pas entre eux, donc on va les réunir et puis on va créer de la mixité sociale sur 15 jours où tout le monde va être copain après, peut-être. On va s'échanger, vivre une expérience forte. C'est bien beau tout ça, mais avec qui on le construit, avec qui on en discute? C'est-à-dire qu'à un moment, c'est au niveau du collectif des assos citoyennes et également des mouvements d'éducation populaire, on ne dit pas il ne faut pas de politique pour la jeunesse. Il faut une politique forte pour la jeunesse. C'est depuis longtemps qu'on le dit. Mais toujours cette politique, elle est tout le temps réduite, je dirais, à la peau de chagrin. Elle est réduite à des suppressions, des actions. On nous liste, par exemple, des actions qui seront dominantes, parce qu'il y a des modules de démocratie, d'échange citoyen dans le service universel. Alors, l'environnement, des questions vraiment, la question culturelle, les questions de la diversité, des questions super importantes, mais je dis, en seconde. Comment ça, c'est pas des choses qu'on a déjà réglées au collège, c'est pas des choses qu'on a construites dans les programmes d'histoire. C'est ça complètement. Oui, Régis. Là, c'est plus Régis Forgeot, l'historien, historien qui s'exprime, c'est Régis Forgeot, le citoyen et le professeur, puisque je suis moi-même enseignant dans le secondaire. Alors depuis, ça fait 4 ans maintenant que je suis à Charenton-le-Pont dans un collège tranquille, voilà, où je peux consacrer 99,9% même de mon énergie à faire mes cours. Et j'ai enseigné aussi quelques années dans l'établissement plus physique, plus nerveux, plus difficile, voilà. Et effectivement, cette idée de l'engagement, c'est dans les programmes scolaires. Enfin, pour dire la chose autrement, quand on voit les attendus du SNU, en fait, finalement, quasiment tout, c'est l'école. Vous l'avez dit. L'école, tous les mouvements associatifs, les nouveaux mouvements de jeunesse, évidemment, tous les mouvements de jeunesse au sens large dans la société civile. Mais c'est le rôle de l'école, y compris. On en parlait pendant l'interruption tout à l'heure. Moi, en tant que professeur, à la rigueur, ça ne me gêne pas qu'un militaire en uniforme vienne intervenir dans ma classe. C'est au programme de l'éducation civique, on dit le MC maintenant, en classe de 3e. Ça ne me gêne pas. Il intervient, il nous présente ce qu'il a à nous présenter si on le sollicite, et puis après, on réfléchit avec les élèves. On a une réflexion, c'est-à-dire qu'on se penche sur ce qu'on vient de voir, sur ce qu'on vient d'entendre. Et même si y a un côté très homéopathique dans ces 15 jours, ça me fait penser à Pascal le grand frère, quoi. C'est-à-dire, on va régler... on va faire intervenir des gens comme ça, et puis d'un seul coup, hop, on claque des doigts et ouais, super, on s'engage. Évidemment que non. C'est de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre une expression utilisée avec succès par M. Macron lors de son débat avec Marine Le Pen. Et moi, à titre personnel, dans mon métier, programme de 5e de MC, il y a s'engager dans une action solidaire. Moi, mes élèves, depuis quelques années, je leur dis, écoutez, moi, je trouve ça chouette. Vous allez vous engager dans une action solidaire. Et alors, le thème, là, depuis 2-3 ans, c'est l'école des chiens guides d'aveugles. Bon, on fait des actions, alors on récupère de l'argent, on reçoit l'école, les jeunes concrètement, voilà, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut aider. Et on a des échos dans la ville de la part de l'association qui nous dit, ah oui, on nous dit qu'il y a des jeunes qui, du coup, qui m'ont aidé, je suis aveugle et j'ai un chien, et du coup, ils m'ont aidé comme il fallait. Voilà, c'est aussi ça, en fait, c'est leur donner envie concrètement, et c'est le rôle de l'école, notamment, de le faire. Et ça, quand on voit que finalement, c'est un constat d'échec, quoi. Enfin, moi, à titre professionnel, je vois ça, je me dis, on acte l'échec patent, absolu, de l'éducation nationale, avoir inculqué ces valeurs pourtant fondamentales à ces jeunes. Et là, c'est aussi quand même le fondement de l'éducation populaire. C'est un travail au long cours. On est aux antipodes, quoi. On est sur quelque chose de très bref. C'est un peu, voilà, c'est à la fois un speed dating et un team building. C'est totalement dans l'esprit de la Startup Nation. On est complètement là-dedans. C'est en cohérence. Et moi, ça m'interpelle à titre professionnel. Je m'arrête là. Je précise, je ne m'exprime plus en tant qu'historien. En tant que citoyen. Oui, mais l'éducation nationale, pourtant, va financer tout ça. Et ça a été rattaché à l'éducation nationale pour tromper.
finalement, on met un nouveau département en essayant de ne pas aider ceux qui, justement, en ont besoin. On manque de professeurs, on a des écoles qu'on supprime, des élèves qu'on trimballe pendant des kilomètres pour les amener dans leur école primaire. J'en ai vu, moi, à l'âge de 6 ans, prendre l'autocar à 6 heures du matin. Bon, pour rejoindre leur école. Bon, et à côté de ça, on va créer quelque chose, comme vous dites, sur le service national universel qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'une hypothèse simple, on a le droit d'être utopiste. Oui, Gilles dans cette Rouby. émission. Oui. Imaginons, par exemple, que l'on donne 1 500 € par élève dans chaque lycée, par élève de classe de seconde dans chaque lycée, dans les missions locales. Si on dote des lieux en disant, voilà, vous avez 20 jeunes. Moi, j'ai travaillé en collège en réseau d'éducation prioritaire. On est allé en Allemagne voir des villes sur le développement durable, et la capitale historique du développement durable en Allemagne, avec des jeunes de collège, d'un quartier en éducation prioritaire, des voyages en Angleterre. On se déplace, on peut par exemple avoir, entre guillemets, des contraintes de faire des voyages mixtes avec d'autres établissements scolaires. On peut se rencontrer, on peut avoir lieu. On nous dit les colonies de vacances, par exemple, la difficulté du modèle colonies de vacances. Il faut voir comment est-ce qu'on nous a vendu à un moment ce qu'on appelle les colonies de vacances, clé en main, on surenchérit les activités. Oui, les colonies de vacances sont plus des lieux de mixité parce qu'il y a des colonies de vacances pour les riches et ce qu'on appelle ça les colonies de vacances Club Med. Oui. Sur le modèle du Club Med, on vend de la prestation et les familles vont, qu'est-ce qui va celles qui ont beaucoup de moyens vont faire du jet ski quelque part et celles qui en ont moins, elles vont aller faire un camp en nature, en forêt. C'est caricatural ce que je dis, mais à un moment, on détricote tout. Une société qui détricote tout. Par exemple, autrefois, dans les écoles élémentaires, il y avait ce qu'on appelait les heures périscolaires qui permettaient, moi, par exemple, j'occupais du club d'échecs ou un club de théâtre, un autre, et on prenait, en dehors du temps scolaire, on accompagnait les enfants, faire du sport, aller faire le Cross-Ouest France au Mans, etc. Il y avait du temps qui était donné. Toutes ces enveloppes-là ont disparu petit à petit. À un moment, on restreint le rôle de l'école à sa mission lire, écrire, compter. On sort la philosophie des programmes, on sort les maths d'autres programmes, etc. On restreint vraiment ce champ-là et on dit, on met les jeunes face à une seule chose, c'est les savoirs et les apprentissages, et on dit, ah bah ils en veulent pas, ça crée de la difficulté, il y a de la rébellion, etc. Les jeunes, ils veulent pas apprendre. Ben, moi, je crois qu'un jeune, on a tous expérience dans des situations, si les jeunes, ils veulent apprendre, ils sont prêts à apprendre, ils sont prêts à prendre un livre, etc. Mais pas quand on les a docilisés depuis la maternelle. Je crois que c'est important. Été à fond, je dirais depuis qu'on se met en rang. Ah oui. Voilà, on se met en rang. Où est-ce qu'on se met en rang? Où est-ce qu'on se met en rang? À l'armée et à l'école. Et alors, bon, c'était très bien. Gilles Rouby et Régis Forgeot, tous deux enseignants, enfin l'expérience de l'enseignement, parce que justement, nous avons du mal à mobiliser les enseignants sur cette question du service national universel. Les syndicats commencent à nous répondre. Nous avons des personnes déjà qui sont venues un petit peu en parler, mais on voit qu'il y a un tel travail d'information à faire que nous allons avoir besoin de toutes les bonnes volontés pour arriver à faire reculer. Un de mes amis, Sylvain Garel, qui est à Les Verts, Europe Écologie Les Verts, ça s'appelle maintenant, nous avait dit, quand on a commencé ce combat contre le service national universel, vous allez le gagner parce que de toute façon, ça va être un tel bazar qu'ils vont l'abandonner. Alors, j'aimerais bien qu'ils l'abandonnent, mais s'ils ne la font pas tout de suite, qu'on les aide un peu à abandonner ce projet. Alors, nous avons, là, on approche de la fin de l'émission, donc je dois vous dire que, bon, nous avons décidé d'éditer quelques tracts, d'autant plus qu'il paraît qu'il va se passer des choses au mois de décembre, quelques manifestations dans lesquelles on pourra peut-être distribuer des tracts. Alors, nous avons un graphiste de Greenpeace qui nous a fait une proposition, disons, de tract qui est « Nous avons besoin de toi », avec le fameux doigt qui était pour mobiliser dans l'armée, « Engage-toi contre le SNU ». Alors justement, l'engagement, alors c'est un petit peu violent, mais on l'a montré aux gamins, et alors que curieusement, ils aiment beaucoup ce visuel. Donc je crois qu'on va... Mais il va y avoir d'autres visuels qui vont apparaître au fur et à mesure, peut-être chaque fois un peu adaptés au public qu'on vise. Alors ça, c'est en place. Et puis, je voudrais annoncer aussi que nous allons organiser à l'Union pacifiste une projection. J'ai justement fait un petit document
reprenant un peu tout ce qui a été fait, dit un peu sur le service national universel. Alors c'est une projection qui durera pas trop longtemps, une quarantaine de minutes, qu'on va passer à la SCAM, c'est-à-dire la Société des auteurs, le 16 décembre. Et là, vous verrez une annonce passer dans le journal, mais je pourrai l'envoyer à ceux qui le demandent, simplement parce que là, il y aura pas mal de monde dans la salle, et puis j'espère effectivement des enseignants, des journalistes, des jeunes qui pourront ensuite dialoguer après ce petit document. Ce sera plutôt un débat rencontre. Alors simplement, ce qu'il faut, c'est s'inscrire, parce que maintenant, c'est ce qu'on nous demande, et puis que le nombre de places est un peu limité. À peu près une centaine de places qui sont disponibles dans cette salle de projection. Alors voilà, qu'est-ce que j'avais noté encore sur mes notes, si on a encore 2 minutes. D'abord, je dois dire que Régis Forgeot, j'ai bien aimé dans vos publications que vous parlez d'un monsieur qui s'appelle Gérard Le Retour. Tout à fait. un livre que nous avons exhumé et qui a été réédité. Et Gérard Le Retour, on rappelle que c'était un objecteur de conscience. Alors, je vous laisse la parole, Régis. C'est un objecteur qui, pour des raisons surprenantes, va objecter... Entre les deux guerres. Oui, on est d'accord qu'à la fin de 1930, va à l'armée. Alors, il est libre penseur anarchiste, il va à la caserne, il refuse. Il est arrêté, interné, et puis il va s'exiler en Belgique où il y a pas mal de réfractaires. Alors, ce qui est surprenant, c'est que malgré ses liens militants, il est seul. Puis il revient au début de 1933, il fait grève de la faim. 2 semaines et demie, 3 semaines, et puis il est réformé, et puis ça devient en quelque sorte le symbole, l'incarnation du combat des objecteurs, une sorte de Louis Lecoing avant l'heure. Pas bien que voilà. Lecoing, c'est alors déjà actif. Ce livre a été réédité. On en avait parlé un petit peu déjà dans l'émission. C'est une belle source. Alors, simplement quelques petites annonces. Il y a un CD de Fabienne Elkoubi qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Mémoire enchantée. Ça, je crois qu'on le réécoutera. J'avais prévu une chanson dans cette émission, mais on aura l'occasion de le repasser dans d'autres émissions. Et puis aussi Serge Geroyo, qui sort un nouvel album aussi qui s'appelle La Longue Mémoire et qui, le 7 décembre, sera à Liège. Et notamment, là, il y a une chanson qui s'appelle Les rues de mon pays, qui est une très belle chanson. Mais je pense qu'on pourrait terminer, si tu es d'accord, Pedro, par une autre chanson de José Mario Branco, si tu en as une qui est prête, parce qu'on doit rendre un dernier hommage à ce chanteur portugais qui vient de décéder cette semaine. Et ce soir, il y a beaucoup d'hommages qui sont rendus à Lisbonne. Alors, nous les rendons aussi à Paris dans cette émission. Et je tiens, alors bien sûr, à remercier à la fois Gilles Rouby. Oui, merci Bernard. Et puis Régis Forgeot. Et j'espère que nous allons nous revoir et faire peut-être d'autres émissions. En 30 secondes, oui, 30 secondes. 2 personnes qui sont proches, ma maman et mon papa, oui. sont jamais là par hasard, qui ont milité en leur temps... l'époque où De Gaulle n'avait pas encore démissionné, donc au mouvement contre l'armement atomique, et mon papa qui avait fait une école militaire et qui a fini par objecter. Ah ben très bien, il faut le féliciter. Oui, je pense que je vous entends. Voilà, et c'est très bien de le citer. Je les embrasse très fort et je leur rends hommage aussi pour voilà. Eh ben merci beaucoup Régis Forgeot, merci beaucoup Gilles Rouby, et merci Pedro. Et nous terminons cette émission avec une chanson de José Mario Branco. Fogo enorme no jardim da guerra, e os homens semeiam fagulhas da terra. Os homens passeiam com os pés no carvão, que os deuses acendem luz e não tição.
os homens maciços cá